Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour une émission depuis Tel Aviv, depuis le Namal de Tel Aviv, avec un invité que nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui, Ariel Goldman. Merci d'être avec nous, président de FJU à Paris. Vous êtes en vacances à Tel Aviv et nous avons pensé que c'était important de parler avec vous de plusieurs sujets concernant la communauté juive de France. Avant de rentrer dans ce sujet, quelques mots sur Tel Aviv. C'est une ville qui attire beaucoup les francophones, les Français de la communauté, que ce soit pour y vivre ou que ce soit pour les vacances. Comment vous l'expliquez ? C'est assez récent malgré tout, parce qu'il y a une dizaine d'années, quand on passait à Tel Aviv, on n'entendait pas plus parler yiddish que français. Mais je pense que c'est ce côté ouvert sur le monde, ouvert sur les autres, ville méditerranéenne qui finalement réunit beaucoup de monde. Alors c'est vrai, je suis en vacances, mais j'ai mes deux fils aînés qui vivent à Tel Aviv. Donc j'ai un morceau de moi-même qui vit dans cette ville et que j'ai appris à connaître grâce à eux, parce qu'effectivement on était plutôt branché Jérusalem ou autre dans ma famille, mais Tel Aviv. Vous avez appris à aimer Tel Aviv aussi ? Oui, vraiment, véritablement. Alors peut-être pas au cœur du mois d'août, mais... Depuis le moment où vous avez commencé à fréquenter, à venir dans cette ville, vous avez vu une transformation, un changement de la ville ? Oui, clair et net. D'abord géographiquement, je dirais en matière de construction, et chaque fois qu'on y vient, et on vient souvent avec mon épouse, on remarque des changements, mais aussi culturellement, avec tous ces endroits francophones. Je ne parle pas seulement de l'alimentation, mais aussi des librairies, des endroits culturels, et évidemment les restaurants, les synagogues, les centres communautaires pratiquement à la française. Et il y a chaque fois que je viens, on me donne un nom d'une personnalité de la communauté qui s'est installée ou qui a installé un centre à Tel Aviv. Donc c'est assez intéressant. Alors, on va parler aussi beaucoup de la communauté juive de France, puisque vous êtes le président du FJU. On va parler des derniers événements qui se sont déroulés, de tout ce qui se passe et qui concerne la communauté juive et les membres de cette communauté. Avant d'en parler, dites-nous deux mots sur la FJU. Qu'est-ce que c'est, pour rappeler pour les gens qui sont peut-être depuis longtemps en Israël et qui ont oublié un peu cette institution, cette grande institution de la communauté juive de France. Très rapidement, effectivement, la communauté juive de France a la particularité depuis plusieurs dizaines d'années d'avoir eu un peu des rôles répartis. Alors le culte est dévolu au consistoire, le politique est dévolu au CRIF, et tout le reste, c'est-à-dire le culturel, l'éducatif et le social, a un organe fédérateur. Les Anglais disent umbrella, et c'est exactement ça, c'est un parapluie, et c'est le Fonds social juif unifié qui a été créé et présidé par Guy de Rothschild puis David de Rothschild. Ensuite ça a été Pierre Besnénou et je lui succédais immédiatement en 2014. Nos métiers sont très variés, il y a aussi un pôle média qui est très important, mais qui fait partie de la culture. Et voilà, alors je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Par exemple, tout ce qui concerne le scolaire juif en France passe par le Fonds social, parce que nous sommes l'interlocuteur des pouvoirs publics pour toutes les attributions, par exemple, de postes d'État. Quand il faut attribuer un poste dans l'Académie de Marseille, on va demander au Fonds social, qui a une commission de concertation qui réunit toutes les tendances de la communauté juive en son sein, des Lubavitch aux libéraux en passant par les traditionalistes ou les réseaux structurés comme l'Alliance évidemment, et qui se retrouvent autour de la table. Mais c'est le Fonds social qui dit au ministère, dans tel endroit il y a moins de juifs, dans tel endroit il y a plus de besoins. Et voilà, ça c'est un des rôles principaux. Mais en matière sociale évidemment, nous fédérons et nous amenons des ressources au travers notamment de l'appel national pour la Tzedaka et de l'appel unifié juif de France qui est la maison collectrice du Fonds social juif unifié. Combien d'associations cela fédère aujourd'hui ? Près de 300 associations, 289 je crois, si je ne me trompe pas, qui sont fédérées dans tous les domaines que j'ai énumérés il y a un instant. Donc vous connaissez bien la communauté juive, non seulement parce que vous êtes président de FJE, mais vous êtes aussi un militant de première heure. On a entendu et on connaît très bien votre papa qui a été grand rabbin de Paris, donc c'est quelque chose un peu dans les gènes, je dirais, de la famille Goldman. Vous connaissez depuis, donc vous êtes président depuis 2014, absolument. Mais vous connaissez bien la communauté déjà depuis plusieurs années.
comment vous pouvez nous expliquer, comment vous pouvez essayer d'expliquer quel changement a connu la communauté juive ces dernières années? C'est vrai que si on prend à partir des années 50, sans remonter à la Shoah, mais au lendemain de la Shoah, il y a une reconstruction et puis il y a ce formidable apport qui va être l'arrivée des Juifs des pays du Maghreb et d'Égypte d'ailleurs, Algérie, Maroc, Tunisie. Et donc pendant des dizaines d'années, disons de 60 à 80, c'est la reconstruction. D'ailleurs le Fonds social jouera un rôle énorme dans la construction des écoles à cette période, dans le développement des mouvements de jeunesse. J'ai oublié de citer la jeunesse d'ailleurs dans les programmes et dans les cordes que le Fonds social maîtrise, c'est-à-dire éducation informelle avec les mouvements de jeunesse et formelle avec les écoles. Et donc aujourd'hui, depuis les années 2000, on est passé à autre chose. On est passé d'abord évidemment à une tension avec le développement incroyable de l'antisémitisme en France, ce qui a entraîné des mouvements de population, non seulement à l'extérieur de France, on parlait tout à l'heure de la ville de Tel Aviv, et évidemment la Aliyah française est très importante depuis les années 2000, plus qu'elle ne l'était auparavant, et puis des mouvements de population interne. Il y a des quartiers entiers ou des régions entières, je pense notamment au 93, mais il y a des villes de province aussi où ça se vide. Ça se vide dans Paris vers l'ouest, les synagogues qui se vident, des centres communautaires qui ferment, des villes qui étaient tout à fait florissantes dans les années 80. Eh bien aujourd'hui les gens sont partis. Alors évidemment nos détracteurs disent oui mais ils sont partis parce qu'ils ont gagné de l'argent et ils sont partis habiter à l'ouest. Peut-être, mais ce n'est pas la seule explication. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait des efforts, des sacrifices, des efforts énormes pour partir, pour quitter ces territoires qu'on a dit perdus de la République, où il est difficile de vivre son judaïsme, où on peut se faire insulter quand on revient de la synagogue, et pour essayer de trouver des endroits où il fait meilleur vivre. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le FSJU? C'est une autre organisation, c'est-à-dire qu'on va s'occuper plus de ces endroits où il y a une concentration de la population juive, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus laisser ceux qui sont encore dans ces quartiers difficiles. Et il faut aussi venir en aide. Alors qu'est-ce que concrètement vous faites pour ces populations? Absolument. Alors le premier point, c'est que le transport de population dans des quartiers ou dans des zones un peu plus confortables et un peu plus huppées entraîne aussi des problèmes sociaux. Ouais. Parce que quand vous cassez votre tirelire pour quitter une ville de banlieue pour aller vers Courbevoie ou Levallois-Perret ou Vanves, des petites banlieues tranquilles dans le 92. Je ne veux même pas parler ici de Boulogne ou de Neuilly ou du 16e parce que ça, c'est pas accessible pour toutes les populations et pour tous les ménages. Mais même quand on quitte, eh bien, cela entraîne des nouveaux problèmes sociaux parce que les loyers sont plus chers, l'écolage est plus cher, la vie est plus chère tout simplement. Donc nous assistons ces familles, notamment pour les bourses cantines que nous octroyons aux enfants qui vont dans les écoles juives, pour les bourses Samer, qui sont des bourses pour les primo-accédants qui veulent accéder pour la première fois à l'école juive. Nous faisons ce travail et évidemment, nous avons tout un maillage dans le social, le réseau Ezra, qui est hébergé par le Fonds social, qui appartient au Fonds social, qui a été créé par le Fonds social et qui s'occupe des familles défavorisées dans les autres endroits, dans tous les endroits de la région parisienne, parce que Ezra concerne la région parisienne et tous les c'est-à-dire comités d'action sociale israélites de Lyon, Marseille, etc. sont fédérés. Voilà. Mais il ne faut pas oublier la province avec Marseille, les grandes villes. Lyon. Et beaucoup, dans les petites villes de province, beaucoup de populations vieillissantes qui sont encore très attachés à leurs institutions, qui font vivre. J'étais récemment dans une moyenne ville de province qui était une très grande communauté il y a quelques dizaines d'années, qui est aujourd'hui une plus petite communauté mais qui a gardé toutes ses structures, qui a gardé ses structures sociales, ses structures éducatives. Et il y a des gens mais qui vieillissent et qui font un grand travail. Nous essayons de ne pas les abandonner parce qu'il y a aussi des familles qui vivent encore là et donc il faut tenir la main à ces communautés. Alors vous avez parlé d'antisémitisme, quelque chose qu'on sent de plus en plus dans la communauté juive en France. Et on peut ne pas oublier le cas de Madame Halimi avec ce procès qui se tient. Et où on en est aujourd'hui? Alors moi, vous savez que je suis avocat. Par ailleurs, je ne fais pas partie des avocats qui suivent ce dossier parce que, pour diverses raisons, peu importe, mais je suis l'affaire, bien évidemment, comme dirigeant communautaire. J'ai fait partie des premiers à alerter l'opinion publique, à alerter les pouvoirs
pouvoirs publics. Nous avons fait cette marche le dimanche immédiatement après son assassinat pour tout de suite dénoncer, parce qu'il était évident que c'était un assassinat antisémite. Il est toujours évident. Je crois que mes confrères qui s'occupent du dossier et les familles sont dans la souffrance, parce que c'est une instruction qui se passe de façon laborieuse, qu'on a le sentiment que le juge... c'est pas toujours le cas, mais là que le juge fait grand cas de la personnalité de l'accusé, au moins autant, si ce n'est plus, que de la personnalité et des souffrances des familles et des parties civiles, qu'on veut absolument essayer de faire passer cet individu pour un fou qu'il est peut-être, mais il a été jugé apte par un expert extrêmement reconnu, M. Zaguri, qui a rendu un premier rapport d'expertise. On n'a pas bien compris pourquoi la juge avait nommé un second expert qui a dit un peu autre chose. Et il y a maintenant un troisième expert, voire un collège d'experts qui va se prononcer sur ce cas. Il serait... pour la famille en premier lieu, mais pour la communauté, très 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 traumatique que ce procès n'ait pas lieu. Parce que s'il est jugé inapte, c'est-à-dire fou et inapte à la sanction donc, judiciaire, il n'y aura pas de procès. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas un criminel, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas un antisémite, mais on ne pourra pas juger ces faits-là. D'une façon générale, vous avez l'impression d'avoir le soutien des pouvoirs publics, des ministères, des grands ministères, justement dans ces batailles, pas spécialement dans l'affaire Halimi, mais dans la bataille contre l'antisémitisme. Vous avez le sentiment d'être soutenu par ces grands ministères ? Moi qui ai connu en tant que jeune militant des périodes où les pouvoirs publics étaient un peu sourds à nos attentes, à nos appels, je parle du début des années 2000, il y a une très nette prise en considération de nos problèmes. Et là, ce n'est pas une question de droite et de gauche. C'était le cas sous Sarkozy, c'était le cas sous Hollande et c'est évidemment le cas sous Macron, sous le président Macron. Il y a une prise en compte, on a des lignes ouvertes et permanentes des échanges. La sécurité est un sujet qui préoccupe évidemment la communauté juive, mais on sent que les pouvoirs publics ne sont pas insensibles à nos préoccupations. Il y a parfois des incompréhensions, alors là on rentre dans la politique internationale, il y a parfois des prises de position qui nous dérangent, qui nous choquent, mais on peut le dire. On est dans un dialogue franc, réel et construit et pas du tout dans la compromission. On est dans l'échange et dans le partage et il y a parfois effectivement des prises de position, notamment récentes au moment de Gaza du président Macron, qui ont déplu. Ça lui a été dit directement, il a ses raisons. Vous avez une communication, vous avez une relation permanente avec le président ou ses conseillers ? Oui, moi à titre personnel, mais je crois que c'est le cas également de mes collègues Joël Mergui et Francis Khalifa. Le contact est très facile, très fluide et très rapide. Et c'est quelqu'un qui écoute, qui a envie de connaître. Je dirais cela, c'est quelqu'un d'abord d'extrêmement empathique et d'extrêmement réactif. Et c'est effectivement lui et son équipe des personnes qui ne connaissent pas forcément bien notre mode de fonctionnement pour la simple raison qu'ils n'ont pas été pendant 10, 15, 20 ans dans les ministères, dans les mairies, dans les collectivités territoriales. Donc forcément il y a des choses qu'ils doivent apprendre, mais moi j'ai eu des rendez-vous de travail importants avec l'entourage du président, même avec son épouse parce que c'est elle qui s'occupe de la culture, enfin qui veut s'intéresser à la culture et à l'éducation et j'ai trouvé non seulement une écoute très importante, mais effectivement beaucoup de questions. Et souvent, dans les questions que les gens posent, on voit la manière qu'ils ont de se positionner, de réagir. Et donc, vous avez senti qu'il y avait peut-être une certaine incompréhension, qu'il fallait expliquer les choses de façon plus claire, justement, parce que on connaît... Peut-être une certaine méconnaissance du tissu, parce que n'importe quel élu français qui n'a pas grandi ou vécu dans une ville où il y a une forte communauté juive connaît moins bien les aspirations et les soucis de la communauté juive qu'un élu de Paris, de Marseille, de Lyon ou de Strasbourg, c'est évident. Alors vous êtes président du FSJU, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais est-ce que vous pouvez imaginer la communauté juive dans 5-10 ans, la communauté juive de France on essaye de faire ce travail en permanence. Je demande à mes équipes de se projeter, d'anticiper sur les départs ou au contraire les endroits où les gens vont vouloir rester.
évidemment, ce sera une communauté différente. Ouais. Je pense que comment le FGU se prépare à ça alors, justement? Eh bien, d'abord, il y a des personnes, des professionnels qui travaillent chacun dans leur secteur, notamment dans celui de la jeunesse, parce que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, ce seront les cadres de demain, en France ou à l'étranger, mais en tout cas, ce seront des cadres juifs. Et donc, nous avons développé tout un plan qui s'appelle Noé, un plan d'action qui s'appelle Noé, qui est non seulement la restructuration des mouvements de jeunesse de manière assez classique, comme ça a toujours existé, mais avec des moyens financiers, mais également un incubateur et également des thèmes de recherche sur la communauté et son avenir, et notamment de réfléchir à l'immobilier scolaire, par exemple, de réfléchir à l'immobilier des centres communautaires, de voir quelles sont les villes où on peut, disons, réduire la voilure sans jamais couper le lien, mais il y a par exemple des endroits où les choses sont un peu disproportionnées parce qu'elles ont été créées il y a 15-20 ans quand il y avait beaucoup de personnes juives de la communauté dans certains endroits, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut repenser tout cela et c'est ce qu'on fait en permanence, on s'ajuste. Et Israël, dans le paysage de la communauté juive de France, qu'est-ce que ça représente? Où il est placé? Alors, pour le Fonds social juif unifié, Israël a toujours été très important. D'abord parce qu'on a eu longtemps un partenariat avec le Keren HaYesod, donc on était extrêmement proche d'Israël et de ses institutions. Et puis parce que nous avons été la première institution à ouvrir un bureau permanent à Jérusalem, que nous avons toujours. Nous sommes la seule, je pense, des grandes institutions, peut-être à part l'Alliance, mais c'est particulier, à avoir une Hamouta israélienne, c'est-à-dire que le Fonds social juif unifié, c'est une association israélienne. Donc nous avons des bureaux, nous avons une équipe, nous avons des partenaires que nous aidons et donc c'est un lien permanent et nous avons voulu ces dernières années tourner notre action en Israël, et notamment les dons que nous récoltons pour Israël, essentiellement pour les personnes défavorisées mais pour les francophones, parce qu'on a remarqué que bien souvent les gens ont fait leur alia et puis souvent ce qui était difficile en France est encore difficile en Israël. C'est pas parce qu'on parcourt 4000 km, c'est pas parce qu'on est près de la mer et qu'on est au soleil que la misère est moins pire, comme le disait le chanteur. Et donc eh bien, nous sommes présents et nous aidons les associations, le tissu de la vie associative, sociale israélienne, en particulier qui aide les francophones. Et dernière question, les grands projets du FSJU, est-ce qu'il y a des grands chantiers que vous allez mettre en place? Alors, j'ai parlé de Noé, oui, déjà. Bien sûr. Il y a Noé qui est un chantier sur plusieurs années, voire sur les 5 prochaines années. Il y a un chantier également, c'est la relation avec Israël. On en a parlé, je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant, qu'on aille plus loin dans l'aide. Alors, j'aime pas ce mot d'aide au départ, mais je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse mieux à ce qu'on fait non seulement en Israël quand les gens arrivent, mais en France avant qu'ils partent. Et également mieux les préparer. Et mon projet aussi, c'est de pouvoir aider les familles défavorisées qui doivent quitter un endroit mais qui n'en ont pas souvent les moyens ou qui ne savent pas vraiment à qui s'adresser, de mieux les cibler, les connaître et les aider. Vous pensez qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ces familles qui voudraient monter en Israël, qui voudraient venir en Israël et qui ne le peuvent pas pour des raisons économiques, financières? Même s'ils ne sont pas si nombreux que cela, même s'ils sont quelques centaines de familles, il faut les aider parce que c'est le but de la communauté juive et du Fonds social juif unifié en particulier, que d'aider tous ceux qui ont un besoin réel et identifié, et celui-là me paraît l'être. Très bien. En tout cas, félicitations pour votre engagement. Merci Ariel, beaucoup. Pour la communauté juive de France. C'est un travail, je suppose, qui est devenu de plus en plus difficile, non ? C'est un travail très difficile et en même temps passionnant. Évidemment, on ne peut le faire que si on est passionné. Vous savez, c'est comme tout ce qu'on fait. Moi, je suis bénévole et beaucoup du board qui m'entoure, enfin le board qui m'entoure, ce sont que des bénévoles. Et puis on a des professionnels, mais si on n'est pas passionné, si on n'aime pas cette communauté, les Juifs de France, Israël, on ne peut pas faire ce travail, se lever le matin. Mais je crois qu'on a besoin, et on a besoin de relève aussi. Je ne sais pas non plus pour combien de temps je serai président du Fonds social, on verra, mais il faut qu'il y ait de la relève, il faut qu'il y ait des gens comme moi je l'ai fait il y a 20 ans en m'intégrant dans cette magnifique institution. Il faut qu'il y ait une relève pour que... Cette relève existe ou c'est difficile? On y travaille, c'est pas facile.
C'est pas facile, mais il y a quelques personnes qu'on identifie. Il y a un travail qui est fait là-dessus. Il y a une étude qui a été faite et un séminaire qui s'est mis, un espèce de think tank qui s'est mis en place. Et on travaille aussi là-dessus avec d'autres fondations. Très bien. Écoutez, merci en tout cas de toutes ces explications sur la communauté juive de France et sur le FSJU. On va vous souhaiter bonne chance. Merci et merci de votre travail et de m'avoir accueilli. Et bravo à Qualitas, c'est un travail important et on le suit de près. Merci beaucoup. Merci Ariel. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.